Espace TV. Au cœur de la présidentielle américaine 2020. Américaine 2020. L'élection qui va changer le monde. On continue à vivre avec vous cette soirée électorale avec nos invités. Eh bien, ces chiffres qui tombent au compte-gouttes. Joe Biden, pour le moment, est à 209 et Donald Trump est à 112. Il faut parler de 270 pour, en tout cas, espérer avoir tous ces grands électeurs. On continue, Mohamed Kefin, qui est toujours avec nous en ligne. Alors, Mohamed Kefin, il y a Monsieur Adama, certainement, qui a une question pour vous. Allez-y. Tout à fait. Kefin, je pense que tout le monde parle des présidentielles. Où est-ce qu'on est avec l'élection dans le Sénat? Parce qu'il y avait 35 sites, 35 sites qui étaient encore en jeu entre les républicains et les démocrates, dont 23 sièges pour les républicains et 12 pour les démocrates. Absolument, très très bonne question. C'est l'autre grand enjeu de ces élections auxquelles beaucoup de gens ne font pas forcément attention. Mais c'est crucial parce que si Joe Biden gagne et qu'il ait une vague de républicains au Sénat face à lui, il ne pourra pas mettre en place ces réformes et vice-versa. Et la dernière fois que j'ai vérifié tout à l'heure, c'était 41 contre 41. Donc ça, c'est très important. Et même si Donald Trump arrive à gagner et que les démocrates arrivent à avoir le Sénat, en quelque sorte, c'est la politique démocratique qui se mettra en place. Il faut rappeler que quand le président Obama a été élu, ce sont seulement durant ces 2 premières années qu'il avait un Sénat démocrate en sa faveur. Et après, les 6 autres années, il a eu un Sénat totalement républicain contre lui. Beaucoup de gens, notamment chez nous en Afrique, se disent qu'il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas mis toutes ces réformes en place. C'est parce qu'à chaque fois qu'il avait toutes ces réformes-là, il était bloqué par les républicains qui avaient plus de pouvoir au Sénat que maintenant. Donc, on est en train de voir aujourd'hui, il y a une possible révolution au niveau du Sénat. En tout cas, jusqu'à à peu près 30 minutes, il y a 30 minutes, je regardais, ça semblait encore très bien. Dans les prochaines minutes ou peut-être dans les prochaines heures, on saura exactement ce que ça a donné. C'est vrai que les démocrates ont perdu un sénateur à Alabama, mais ils ont récupéré l'équivalent en Arizona. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une chance d'avoir un deuxième site en Arizona. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça, c'est l'autre enjeu de ces élections, parce que la Chambre des représentants n'est pas forcément la plus importante. Mais ces 100 sénateurs-là sont cruciaux dans la gestion de toutes les lois ici aux États-Unis. Donc, pour l'instant, ils sont en train de faire jeu égal et on verra d'ici à la fin de la soirée vers qui ça va tourner, en tout cas, en faveur de qui ça va tourner. Keba, on a senti pendant l'élection, enfin plutôt pendant la campagne électorale américaine, que le triptyque était les armes, la race et l'immigration. Mais aussi, il y a quand même un pan qu'on a oublié aujourd'hui, c'est cette fameuse guerre économique entre la Chine et l'Amérique. L'Afrique, dans tout ça, comment tu la situes dans cette guerre économique? Parce que je sais que c'est un enjeu énorme pour les Américains, puisqu'ils se sont rendus compte que les Chinois s'implantaient de plus en plus en Afrique et qu'ils avaient envie de les contrer. Mais toi, des États-Unis, comment tu sens l'importance aujourd'hui de l'Afrique dans la politique économique et étrangère américaine? Alors, déjà, il faut savoir que la gestion du président Trump des affaires intérieures et extérieures est très, très variable. Quand il s'agit de gérer les affaires extérieures, il a une politique totalement de leadership, une politique très dure, droit dans ses bottes, où il essaie d'appliquer les règles les plus protectionnistes possibles pour essayer de défendre l'intérêt des Américains. C'est d'ailleurs son principal argument de campagne. Il faut rappeler que tout ce dont il se glorifie aujourd'hui sur le plan économique, au nom du principe de continuité de l'État, a été mis en place par l'administration Obama. Mais lui, il a encore ses fruits aujourd'hui.
Maintenant, la Chine est en train de faire tout ce qu'elle peut, mais le président il essaie de le minimiser au mieux parce qu'il a essayé de complètement fermer la porte à la Chine en essayant de beaucoup taxer les investisseurs américains qui avaient des entreprises en Chine, ceux qui emploient de la main-d'œuvre moins chère là-bas, et ainsi de suite. Mais l'Afrique aujourd'hui constitue le nouveau point vers lequel il faut se diriger, vers lequel il faut faire face parce qu'il y a beaucoup de matières brutes, il y a beaucoup de main-d'œuvre au marché et très bien qualifiée. La politique immigratoire américaine, la politique migratoire africaine ici aux États-Unis et à travers le monde l'a prouvé. Maintenant, pour essayer généralement de prendre le dessus, l'Amérique fait, on va dire, de la diplomatie militaire. Donc, ils essaient de dominer plus ou moins militairement en essayant d'aller vers ces pays-là et essayer de proposer une collaboration militaire et en ayant la même mise en quelque sorte sur les affaires militaires, en gérant les affaires militaires, ils peuvent encore essayer de créer beaucoup de débouchés économiques. Par exemple, les armes que nous achetons beaucoup plus en Russie aujourd'hui ou en Europe, hein, je parle de l'Afrique. Hein, peut-être qu'on les aurait d'ici de l'Amérique avec de bons marchés. Moi, par exemple, j'avais travaillé sur un projet. L'autre jour, j'écoutais l'ancien ministre de la Défense, Maître Kabelet, chez vous. Et c'est un projet que je lui avais proposé quand il était ministre de la Défense. Je lui avais parlé de ça. Je n'avais pas malheureusement de contact avec lui, mais j'avais proposé qu'on travaille ensemble pour essayer d'ouvrir des canaux dans ce sens. J'avais établi des contacts au Pentagone, mais ça n'a pas marché. Mais l'Afrique aujourd'hui est au cœur de la politique militaire américaine. Et cette politique-là s'étend en général sur une politique économique. Donc, peut-être que ce serait l'un des principaux axes du nouveau président des États-Unis pour les 4 prochaines années. Peu importe celui qui le sera. Justement, toi, en tant que franco-américain, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire, en tant que franco-américain qui est très bien installé aux États-Unis et qui a des entrées, parce que le Pentagone c'est quand même quelque chose, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait justement créer un pont, que c'est le moment de faire de ce qu'on appelle l'intelligence économique et d'aider le pays justement à plus s'imprégner ou s'intégrer aux États-Unis, par l'intermédiaire de gens comme toi, justement? En fait, franchement, généralement, je n'aime pas parler de ce que je fais en général parce que ce pays me porte à cœur. En janvier de l'année dernière, j'étais chargé la politique de recrutement des États-Unis, le système de recrutement des États-Unis m'a confié une mission. À l'époque, c'était Mark Esper, celui qui est ministre de la Défense, qui était le secrétaire de l'armée. J'ai eu une en fait de déterminer donc la politique de recrutement pour reformer totalement les modalités de recrutement des États-Unis. Et j'ai travaillé sur ce projet-là. Beaucoup de mes clauses ont été prises en compte. Et quand on finissait, une question qui m'a posée, c'était de savoir ce que je voulais. Monsieur Cabinet Condé, qui est un de vos techniciens, avait la chance d'être ici aux États-Unis une semaine plus tôt. Je voulais souhaiter qu'il soit là, mais ça n'a pas été le cas. Mais j'aurais bien voulu l'inviter à cet événement-là, mais ça n'a pas pu se faire. Mais ce que j'ai quand même essayé de faire, c'est que quand je suis allé en Guinée, puisque j'y vais au moins 2 fois par an, quand le temps me le permet, bien évidemment, sinon au moins une fois. Mais quand j'étais en Guinée, j'ai essayé en vain pendant 3 semaines où j'y séjournais pour essayer de rencontrer le ministre de la Défense, pour essayer de rencontrer les responsables du ministère. À l'époque, la question du recrutement battait son plein en Guinée, pour essayer d'apporter en quelque sorte mes conclusions, essayer d'aider un peu. Mais malheureusement, M. Kourouma, je n'ai même pas eu l'opportunité de rencontrer le ministre de la Défense. En quelque sorte, on ne m'a jamais ouvert les portes. Donc, comme j'étais allé en vacances, j'adore la Guinée, j'ai profité de mes vacances et je suis rentré chez moi. Mais je suis prédisposé, j'ai plein d'articles que j'ai écrits, j'ai plein de projets pour l'armée guinéenne, sa réforme et aussi les ouvertures, comme vous l'avez dit, les ouvertures d'opportunités de contact avec les États-Unis. Le Pentagone, il est toujours prêt à aider. Le ministère de la Défense, qui a un budget colossal, vous savez, aux États-Unis, le budget de la Défense est plus élevé que le budget d'environ 14 pays européens unis. Donc, il y a toujours des possibilités, mais ces possibilités-là se font quand les autorités nous en offrent aussi les opportunités. Et justement, et quand elles s'ouvrent à cela. Voilà, en tout cas, quand ils sont disposés, vous l'avez compris, voilà, Mohamed Kefin Kaba, depuis les États-Unis.
Peut-être on va aussi vous laisser partir, souffler un peu. On revient à nos invités dans ce studio pour ne pas qu'ils s'endorment. Voilà, parce que nous sommes ensemble. Oui, il faut débalder une réaction. Non, en fait, je pense que M. Kourouma pose ici une question qui me paraît très essentielle. C'est la question de l'intelligence économique aujourd'hui, même dans le cadre même de la mise en place de nos politiques étrangères. Oui. Il est important que nos États, la Guinée par exemple, devraient faire en sorte qu'il existe des pools d'intelligence économique dans les ambassades, de sorte à ce que les Guinéens qui sont dans ces pays-là puissent avoir une voie par laquelle avoir accès, par exemple, à un ministre ou à quelqu'un avec qui ils voudraient collaborer. Ça a été aussi le cas dans les pays qui ont émergé, le Maroc en a fait de même. Je pense que nous devrons c'est l'occasion aujourd'hui. Voilà ce que la Guinée gagne à travers cette élection américaine. Le plateau a été ouvert et une opportunité aujourd'hui se présente aux Guinéens, aux autorités de la saisir. Voilà, il faut déballer. Oui, Abdrahman Baldé, je te vois sourire. Ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'il faut savoir aussi que la Guinée, c'est comme une puissance. Il y a un système sur lequel je crois que d'autres devraient s'inspirer. Ici, comme vous le savez, en période électorale, ce sont les institutions, quelquefois de régulation de la communication, qui interdisent même la liberté de parole. Il n'y a pas de débat. En réalité, non, écoutez... Parce qu'en fait, moi, j'ai fait les États-Unis en tant que boursier à IVLP du département d'État américain. Ça, c'est des superpuissances qui fonctionnent. Vous avez écouté un citoyen américain qui dit ça. Moi, la question de triche ne m'inquiète pas. Le président peut bien s'autoproclamer, mais ça, c'est nul est fait. Il y a une confiance entre les justiciables et la justice. Il y a un climat de confiance entre les citoyens et les institutions de la République. Oui. Et aujourd'hui, toucher à un cheveu de quelqu'un ici qui est protégé, vous verrez bien. Donc, je crois qu'il faut mieux aussi aller dans une logique d'utiliser de façon pédagogique le système guinéen comme un élément de base qui puisse être diffusé à l'international. Mais le système guinéen, c'est qu'il y a un système en Guinée, en Afrique de l'Ouest, je pense, c'est l'un des systèmes les plus difficiles à intégrer. C'est le système guinéen qui fonctionne, qui est bien maîtrisé, qui n'est pas enseigné dans les écoles, mais qui est hyper bien maîtrisé. Et c'est pourquoi penser que le pouvoir guinéen va tomber dans la rue ici, n'importe comment, c'est rêvé, quoi. Voilà. C'est rêvé. Oui, ce que je voudrais dire par rapport à la réaction de Kefin Kaba, en fait, il fournit beaucoup d'efforts, comme beaucoup d'autres Guinéens, on le sait, que ce soit dans le cadre de l'armée ou dans le cadre de l'éducation, la santé, etc. Mais il y a quelque chose qui manque aux Guinéens des États-Unis, c'est avoir un lobby guinéen aux États-Unis. Parce que dans les sociétés anglo-saxonnes telles que les États-Unis, tout part déjà de ces lobbies-là. En fait, regardez, quand il y a des crises en Guinée, il faut que la communauté ou les communautés dans les différents États, notamment l'Est des États-Unis, on parle souvent de New York parce que c'est la porte d'entrée des Guinéens aux États-Unis depuis les années 90. Il faut demander une autorisation autour de la première avenue et la 49e rue pour faire des manifestations. C'est-à-dire, c'est pas vu à Washington, c'est-à-dire au même moment, après la communauté de Washington ou de l'Illinois dans Chicago va faire la même chose. S'il y avait un lobby guinéen, ça allait être plus facile. Regardez les Anglo... Excuse-moi, pour la première fois, on ne va pas être tout à fait d'accord. Pour qu'il y ait un lobby guinéen, il faut que l'État guinéen soit présent. Le problème de notre pays, je vais le dire de manière très claire, c'est que nous sommes renfermés sur nous-mêmes en pensant que nous avons la science infuse et en oubliant que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, une économie mondialisée. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que tu as relevé, très honnêtement, l'intelligence économique, c'est quoi? C'est aller chercher dans chaque pays les compétences guinéennes pour qu'elles travaillent au service, qu'elles mettent leurs compétences ou leur portefeuille d'action
dans leur pays dans lequel elles vivent, au service du pays. Le problème qu'il y a, il est très basique en Guinée, c'est que dès que tu es un diaspora compétent, surdiplômé, tu vas voir un ministre, le ministre va se dire « Ah, attention, il vient prendre ma place ». Le ministre oublie souvent que être ministre guinéen pour un diaspora qui est du niveau de Kaba, il s'en fout. L'important, et tu as soulevé un truc qui est vrai, le Maroc s'est développé comme ça, avec sa diaspora. Le Sénégal, moi je me souviens, je vais raconter une anecdote très précise. Mohamed Dionne, quand il a été nommé premier ministre au Sénégal, il a réuni, moi j'étais à Vienne à l'époque parce qu'il était à l'ONUDI à Vienne, il a réuni toute la diaspora africaine et il nous a demandé de plancher justement sur un projet. Et on avait planché sur le projet d'intelligence économique. Du coup, ils ont monté cela au Sénégal, qui dépend de la présidence. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu vois, la nouvelle ville de Ekone, etc., elle est née de là. Le Sénégal est en train de progresser parce qu'il s'est ouvert à sa diaspora et surtout, il est allé chercher des intelligences. Et c'est ça qui est important. Il faut que notre pays, si on veut s'en sortir économiquement, si on veut s'en sortir culturellement, il faut qu'on se dise qu'on a des fils et des filles de la diaspora qui sont extrêmement puissants à l'étranger, qui ne vont pas venir pour, messieurs le ministre, ne vous inquiétez pas, ils vont pas venir pour prendre vos postes, ils vont juste venir pour nous aider à nous développer. Parce que on ne peut pas se développer de l'intérieur uniquement, il faut aller chercher les compétences aussi ailleurs. Bon, voilà. Ce que je voudrais, parce qu'il m'avait pris la parole. Non, excuse-moi, c'était un plaidoyer. Excuse-moi. Oui, ce que je veux dire, parce que le cas du Maroc est venu de M. Baldé, puis M. Kourouma. Ce que je veux dire ici, le royaume marocain, du Maroc, pardon, chérifien, a été le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis en 1776, pour être précis, le 4 juillet. Oui. Donc, c'est que le Maroc, et puis aussi, il faut noter quelque chose dans l'histoire des États-Unis. Pendant la guerre, Nord-Sud, la guerre de sécession, les 7% qui ont combattu contre les Anglais étaient des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Qui sont venus pour aider l'Amérique contre les Anglais. Donc, le cas marocain est très spécifique à Washington. Donc, c'est trop spécial. Il y a de ces États où c'est trop spécial. C'est le cas du Maroc et de l'Israël, plus l'Arabie Saoudite, quand il s'agit du pétrole ou du gaz et d'autres États. Donc, le lobby, comme il a dit, il faut qu'il y ait d'abord un lobby guinéen aux États-Unis si on veut vraiment bénéficier de cet apport ou d'échange, parce que je ne vais pas parler d'aide ici. Il faut qu'on essaye de se battre nous-mêmes. On a beaucoup d'intello aujourd'hui dans les universités américaines. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, qui sont dans les meilleures universités américaines et qui sont en train de s'afficher. Bon, je ne vais pas citer ici, sinon on va prendre toute la nuit. Justement, parce qu'il faudrait quand même stopper cette fuite des cerveaux. Il faut miser beaucoup sur la diaspora, puisque non seulement à travers l'intellect, mais également leur contribution, ça apporte beaucoup au pays. Je pense qu'il ne faut pas négliger cela. Nous apprenons que le Sénat, pour le moment, est à 43 pour les Républicains et 42 pour les démocrates. Donc, ce qui veut dire que c'est serré. C'est très serré. Et en tout cas, les surprises vont continuer quand même à venir autour de cette présidentielle américaine. Et voilà, nous nous intéressons à tout sujet. Élément 11 à Manhattan, des boutiques sur barricade. Avant la présidentielle, les commerces de Manhattan barricadent leurs vitrines alors que la police new-yorkaise met en garde contre d'éventuelles manifestations, il faut rappeler, qui dégénérait en cas de résultat très serré à l'élection présidentielle du 3 novembre. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. On se retrouve dans un court instant. Politique. Il est connu pour avoir été vice-président pendant 8 ans sous Barack Obama. Un passage à la Maison-Blanche ponctué de moments de complicité, mais aussi de tragédie,
comme la fusillade dans une école primaire en 2012 qui a fait une vingtaine de morts. À l'issue de leurs 2 mandats en 2016, le président Obama lui décerne un cadeau d'adieu, la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction américaine pour un civil. Very apprehensive because so much. Vous avez compris, c'est cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine. Et bien, à Manhattan, des boutiques se barricadent avant la présidentielle. Les commerces de Manhattan barricadent leurs vitrines alors que la police new-yorkaise met en garde contre d'éventuelles manifestations qui dégénéraient en cas de résultats très serrés. Et à cette allure, on a l'impression qu'on est en train quand même d'aller vers des résultats extrêmement serrés, puisque vous prenez par exemple pour les Sénats et également ces résultats que nous sommes en train de voir avec ces délégués, on risque de s'attendre à ce scénario à Abdourahmane Baldé. Absolument, comme pratiquement on l'a dit en introduction, oui. Ça ne sera pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que les républicains pratiquement gardent une place importante malgré les difficultés que les États-Unis ont traversées récemment avec cette crise de coronavirus. En réalité, les démocrates ne pourront pas remporter ces élections aussi facilement que ça. Et jusque-là, on ne doit pas comptabiliser. On ne doit pas comptabiliser. Alors moi, je vais faire un aveu. Je vais faire un aveu ici parce que je constate que le grand frère est vraiment intéressé par ça. Moi, je crois aux hommes forts. Je crois à la force. Oui. Honnêtement, la force des idées et aussi la force des muscles de la démocratie. Parce que je pense que les pays, nous sommes en perpétuelle concurrence et en perpétuelle compétition inter-États. Les États qui vont aller dans des options socialisme, qui vont perdre du temps, qui ne vont pas développer une certaine force, risquent de tomber dans la guerre inter-truc. La Chine vient sans pitié contre n'importe qui dans le monde, occuper le champ. Bon, je reviens encore sur... Nous avons d'abord Ahmed Camara déjà en ligne avec nous. On va le prendre et puis on va continuer le débat sur ce plateau spécial. Ahmed Camara, peut-être on vous dit bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Voilà Ahmed, je rappelle que vous êtes à New York, si ma mémoire est fidèle. Alors dites-nous concrètement, oui, à l'instant T, quelles sont les tendances qui commencent à se dégager au cours de cette élection? Pour l'instant, il serait très très difficile de donner des tendances parce que il faut signaler quand même que le vote est très serré en ce moment et les résultats qui sont donnés ne peuvent pas permettre de dire que c'est celui-là qui va gagner ou c'est celui qui va gagner. C'est qu'il y a encore des États clés dont on n'a pas encore les résultats et ce sont ces États qui vont permettre de faire une certaine démarcation. Notamment, vous avez la Floride, mais aujourd'hui, vous avez, selon certains analystes, vous avez déjà un basculement du côté de Biden, puis sa politique concernant le climat, parce que ce sont des zones quand même qui sont beaucoup victimes d'inondations ou encore de pas mal de calamités. Notamment le fait qu'il décide de retourner dans le club de Paris que Donald Trump a complètement rejeté, a donc amené quelques citoyens à avoir de l'empathie pour lui et à donc voter pour lui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les résultats de ces zones, donc il est pour l'instant difficile de dire c'est lui qui va gagner. On connaît un peu ce qui s'est passé en 2016 quand tout le monde a misé sur une victoire de Hillary Clinton et que par la suite c'est Donald Trump qui a gagné. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un système qui est tellement complexe un système purement à l'américaine. Donc des supputations, il faut beaucoup faire attention, il faut attendre à la dernière minute parce que les surprises
peuvent sortir à tout moment. Voilà, tout peut basculer à tout moment parce que, voilà, comme vous le dites, ces états clés qui jouent un rôle déterminant. Mais au-delà, Ahmed, c'est vrai que en parlant d'enjeux, il y a le Covid-19, on en parle avec nos invités sur ce plateau spécial. Il y a également cette question raciale avec la mort de George Floyd qui a provoqué une onde de choc à travers le monde entier. Est-ce que tout cela ne vient pas un peu affecter Donald Trump, même si aujourd'hui on est en train d'assister à des résultats quand même serrés? Écoutez, c'est clair, la question raciale, c'est une question qui existe beaucoup aux États-Unis. La question de communauté, d'ailleurs, on ne comprend pas les gens qui sont là ici. C'est vrai que si chez nous, quand on parle de communauté, il y a tout ça, mais aux États-Unis, à chaque personne, c'est tellement accepté. Vous avez aujourd'hui des mouvements noirs qui valorisent lui fabriqué par les Noirs. Vous avez ces mouvements qui sont en train de naître aux États-Unis. Vous avez des gens aujourd'hui qui veulent créer des banques pour les Noirs. Il y a des gens qui refusent d'aller voir un médecin blanc quand ils ont un médecin noir. Donc, vous avez ce problème qui existe aux États-Unis. Il y a vraiment voilà la communication en tout cas qui se dégrade avec Ahmed Camara. On va vous rappeler dans un instant et on revient avec nos invités dans ce studio. Il faut débalder. On a écouté en partie Ahmed des résultats quand même très serrés. Il ne faudrait pas crier victoire puisque c'est une élection qu'on dit assez particulière et complexe. Oui, comme le disait tantôt Ahmed, c'est très complexe parce que rien n'est jeu d'avance. Il faut s'attendre à tout rebondissement en n'importe quel moment. Mais cependant, comme on peut le constater, nous sommes à même aujourd'hui de se faire une petite opinion de ce qui pourrait advenir. Vous le savez déjà, sur ce plateau, nous sommes vraiment... je suis pour Joe Biden, donc toute ma prière est formulée pour que ça arrive comme Joe Biden vainqueur. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est plus intéressant dans tout ça, nous sommes en train de vivre vraiment la force de la démocratie. Nous sommes en train de vivre un peuple qui est fort de quelque chose, un peuple qui a décidé vraiment de se faire plaire aux autres peuples en valorisant vraiment cette valeur qui est universelle, cette démocratie. On ne peut que s'en réjouir et on prend du plaisir vraiment à assister vraiment à toutes ces tendances, comme pour dire que quand la démocratie s'exprime, quand le peuple s'exprime, ce n'est que... c'est au bénéfice en tout cas de tout le monde. C'est le bénéfice de tout le monde. Voilà. Faut débalder. On revient à vous, Monsieur Adama. Et on a écouté d'abord Kefil Gaba, ensuite Ahmed Camara. Ce sont des résultats, comme on le dit, il faudrait quand même aller avec prudence parce que ce n'est pas encore gagné. Et c'est vrai qu'on parlait de Californie, où il y a beaucoup de délégués, ce collège électoral qui est consistant, mais Floride aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Est-ce que, c'est vrai, il y a ce bis repetita 2016 avec Hillary Clinton et Donald Trump, on ne s'attendait pas, beaucoup le disaient oui, elle était donnée victorieuse, mais sauf que ça a changé. Est-ce que l'inverse est possible aujourd'hui? Parce que beaucoup quand même disent que oui, Donald Trump va passer. Comme l'inverse aussi est possible avec Joe Biden. Oui. En suivant beaucoup de commentateurs depuis hier concernant les résultats, on s'accorde tous à dire que ça sera très serré, c'est ce qu'on appelle close to call. Il se peut qu'on aille au-delà même d'aujourd'hui, parce que déjà on est le 4, mais à des endroits aux États-Unis, l'ouest des États-Unis notamment, il n'est pas encore 0 heure. Donc il faut attendre peut-être au petit matin pour peut-être faire des projections de qui va gagner certainement. Et on peut aussi aller au-delà parce que il y a des États comme la Pennsylvanie où il y a eu hier une décision de la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie qui a décidé de prolonger de 3 jours de plus, c'est-à-dire jusqu'au 6, voire même le 7 novembre, pour compter les bulletins qui vont venir par la poste. Mais ils ont un mécanisme de comptage qui est très rapide. C'est pas
comme chez nous, où on prend le bulletin, on montre à tout le monde, et puis on compte, on comptabilise, on additionne. Non, c'est pas ça, c'est des machines hyper performantes qui aujourd'hui s'occupent de ces ballottes. Donc, il n'y aura pas tellement de retard. Si toutefois, l'un des candidats ne conteste pas. Mais, encore une fois, rappelons-nous de 2000, là où tout était parti à la cour lorsque Al Gore n'avait pas reconnu les résultats de la Floride. Et finalement, c'était à la cour pendant 2 semaines, si je ne me trompe pas, qui avait décidé 5 voix pour George Bush fils et 4 pour Al Gore, qui avait aussitôt concédé l'élection pour appeler George Bush fils. Voilà, nous avons Ahmed Kamara déjà qui revient. Il faut préciser que pour les Sénats, vous avez 44 pour les démocrates et surtout 45 pour les républicains. Les gouverneurs, vous avez 23 pour les démocrates et 26 pour les républicains. Et pour la Chambre des représentants, vous avez 109 pour les démocrates et 138 pour les républicains. Eh bien, Biden toujours à 209, Donald Trump 118. Ahmed Kamara, merci en tout cas de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Et c'est vrai que c'est surtout Biden et Trump qui polarisent les attentions, mais à côté, il y a aussi les sénateurs, les gouverneurs, mais aussi la Chambre des représentants. Oui, c'est vrai que c'est eux qui polarisent, mais il faut le dire, hein, c'est quand même aussi une présidence, même si c'est cette présidence qui intéresse aujourd'hui le monde entier, même si ceux qui sont à côté intéressent. Mais aujourd'hui, c'est la question Trump, c'est la question Biden que tout le monde parle, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt aujourd'hui de l'Europe, c'est quoi exactement? Vous avez l'Europe qui veut même une victoire de Biden parce que ça pourrait normaliser les relations entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez même la Chine aussi, on a vu sur la question commerciale entre les États-Unis et la Chine, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, beaucoup, même s'ils ne l'affichent pas clairement, ont dit que Joe Biden vient au pouvoir parce que ça pourrait normaliser les relations entre les États-Unis et le monde entier. On a vu les sorties de Donald Trump, même contre l'Afrique. Quand il traite les Africains de paresseux, on a vu ces dernières sorties contre l'icône africaine, Nelson Mandela. On a vu ses relations avec Angela Merkel du côté de l'Allemagne. Angela Merkel qui est venue aux États-Unis et qui n'a jamais rencontré le président américain de Macron. Donc, c'est tout à fait normal que les deux polarisent le débat et le débat, comme je vous ai dit, va continuer à se polariser autour des deux jusqu'à ce qu'on ait le futur président des États-Unis. Alors, on parlait de la question raciale. Je vais vous dire que c'est vraiment une question qui est très présente aujourd'hui aux États-Unis. La minorité noire, il faut le dire, minorité noire, les blancs sont les plus nombreux, vous avez les hispaniques qui sont plus nombreux. Alors, la minorité noire est une minorité très pauvre, qui n'a pas une certaine place dans cette société américaine, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 1% de cette minorité quand même qui est en train d'émerger parce qu'ils font partie aujourd'hui des millionnaires et ce sont des gens qui gagnent aujourd'hui leur vie. Alors, c'est pourquoi je vous disais qu'il y avait même des mouvements qui sont en train de faire qui demandent aux Africains de se souder, de se donner la main afin d'aider cette communauté à sortir de l'ornière. On parlait du Covid. C'est vrai que dans le studio, j'entendais, oui, on n'a pas besoin des personnes qui vont implanter encore le socialisme ou je ne sais quoi. Mais aux États-Unis, la question liée à la santé, c'est vraiment difficile. Si vous avez suivi, vous avez des gens qui se sont fait soigner et la facture s'est élevée à $1 million. Qui peut payer ça? Qui peut payer ça? C'est excessif. La vie coûte cher aux États-Unis. Il faut travailler, mais la vie coûte hyper cher ici. Et cette question, cette gestion de la crise sanitaire, d'ailleurs, si Donald Trump n'est pas élu, on peut dire aussi que ça fait partie de la mauvaise gestion de cette maladie. Parce qu'il faut signaler quand même que les États-Unis restent le pays le plus touché
et en termes de contamination, mais aussi en termes de décès. Et aussi, on parlait c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine psychose ici à la fin de ces élections, parce que beaucoup d'analystes pensent que Donald Trump pourrait se déclarer vainqueur. Ce qui choque déjà certains universitaires, ça choque les ONG, parce que ces ONG vous disent quoi? Nous, on part en Afrique, on dit aux Africains, il y a des démocraties aux États-Unis, il y a ceci, il y a cela. Si aujourd'hui, c'est aux États-Unis qu'on tient ce genre de scénario, comme pour vous dire que demain, qu'est-ce qu'on peut aller dire à ces pays? Donc, vous avez autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans ces élections. C'est ma première fois de couvrir une élection aux États-Unis, mais la peur qui s'est installée dans la tête des Américains, c'est énorme. Quand on voit les États-Unis, un pays où les armes circulent, les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, mais c'est 500 millions d'armes en circulation. C'est 500 millions d'armes en circulation. Les ventes d'armes ont explosé ces derniers jours, qui amène déjà certains à avoir peur. Et posséder une arme, aller jusqu'à aller dans son bureau de vote et aller voter, ça ne choque personne aux États-Unis, c'est tout à fait légal. Alors vous avez des suprématistes blancs qui ne se cachent pas du tout, qui se fait arborer ces armes. Et aujourd'hui, ça fait peur à beaucoup parce qu'on pense que d'autres peuvent les utiliser. Vous avez aussi des mouvements blancs qui ont des armes et aujourd'hui qui sortent pour parader, pour dire, écoutez, s'il y a des blancs qui possèdent des armes, des suprématistes blancs, qui sont soutenus par le président de la République, nous sommes aussi là. Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, c'est une société vraiment où les gens vous disent, on n'a jamais vu ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et les lendemains nous diront exactement, mais pour l'instant, ça ne va pas. Pour ceux qui ont passé beaucoup d'années ici, ils sont quand même surpris, après avoir assisté à beaucoup d'élections, de se retrouver face à une telle situation. Voilà, vous l'avez compris, Ahmed Kamara, depuis New York, par rapport à cette soirée électorale. Ahmed Kamara, il ne vous reste plus qu'à vous dire merci d'être intervenu dans cette édition spéciale. C'est un plaisir et merci à vous. Voilà, on va rester toujours, on va rester avec vous, garder ce lien. Monsieur Adama, on l'a écouté faire cette peinture quand même. Tout à fait. En fait, il faut retenir une chose aux États-Unis, notamment cette question d'armes, où le port d'armes est autorisé par la Constitution. Il y a un amendement qui parle de ça, mais si vous lisez l'amendement, vous trouverez que on parle des communautés ou des colonies à l'époque. Alors, l'interprétation des uns et des autres, notamment des États qui sont des sujets de la Constitution, chaque État a interprété à sa manière. Si vous prenez les États de l'Est, par exemple, si vous prenez les grandes villes comme New York, à l'Est des États-Unis, là où vous avez plus de 44 000 policiers pour la ville de New York aujourd'hui, avec ses 5 communes, c'est une armée qui est là. Mais là, l'État de New York, dont la capitale est Albany, c'est à quelques 140 miles au mille de la ville elle-même, vous trouverez que l'autorisation est permise, notamment dans les suburbs, c'est-à-dire dans la banlieue de la ville, mais il faut faire une demande, c'est très strict. Par contre, si vous partez au sud des États-Unis, il est très facile d'avoir les armes. Vous pouvez avoir même votre arsenal à la maison parce que vous aimez, vous êtes un collectionneur d'armes. C'est-à-dire, ça va de semi-automatique à l'arme automatique. Mais ça fait des dégâts. On se rappelle, je pense, de Columbine au temps de Bill Clinton, lorsque ce garçon est parti tuer ses amis à l'école. Tout est parti de là. Au temps d'Obama, on a vu le cas de Connecticut, tout près de New York, et ça a continué. On a vu le cas de Caroline du Sud à l'église. Mais la NRA, qu'on appelle... Est-ce qu'on peut dire... La NRA est très... c'est-à-dire elle est très puissante. C'est la National Right
je pense, Association, on leur voit même, mais ils sont en majorité républicains. C'est-à-dire, c'est un droit de porter, et maintenant dire ça à un Américain que vous allez c'est-à-dire l'ôter ça là, c'est pas facile. À chaque fois, il y a 500 millions d'armes. Bien sûr, d'armes avec 300 millions de oui, citoyens. ça c'est légal. Oui. Ce qui est illégal, on ne sait pas le nombre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait mal. Parce que, c'est-à-dire, vous pouvez aller tout à l'heure avec une carte d'identité. Si votre casier judiciaire est vierge, on vous vend l'arme, c'est-à-dire vous partez avec à la maison. Oui. Mais ça dépend des États. Maintenant, dans les États où c'est interdit, ça devient illégal. Hein? Si vous l'utilisez pour faire du mal à autrui, hein, vous êtes poursuivable devant la loi. Là, il ne tolère pas. Mais encore une fois, la Constitution américaine autorise le port d'armes. Et c'est ce qui est déplorable parce que c'est des innocents qu'on est en train de tuer tous les jours dans les villes américaines. Voilà, vous l'avez compris, faut déballer, oui, sur la même lancée. Oui, au fait, dans les propos d'Ahmed Camara, il est revenu sur 3 éléments qui me paraissent très essentiels dans cette élection. Oui. Il est vrai qu'ici, à un moment donné, les gens estimaient que la politique étrangère n'avait pas sa place, mais je pense que Ahmed Camara est revenu là-dessus. Il a expliqué cette nécessité-là de la politique étrangère vraiment dans cette élection. Mais surtout, il est revenu sur la question de la sécurité sanitaire. Vous vous rappelez que lorsque Obama était aux affaires, il avait développé ce qu'on appelle la politique de l'Obamacare, qui consistait à apporter des appuis à les personnes pour pouvoir venir subvenir à leurs besoins et ainsi de suite. Quand vous avez une facture qui s'élève à $1 million, par exemple, cela va sans dire qu'une telle politique serait vraiment la bienvenue. Donc, comme pour dire que réellement aujourd'hui, la COVID-19 est venue mettre au bout du jour la question sociale aux États-Unis. Oui. Comment est-ce qu'on peut accompagner non seulement les retraités, on a vu ça au niveau de la Floride, c'est pourquoi je pensais certainement que la Floride aurait basculé pour Joe Biden, parce que pour moi, il y avait des raisons soutenables pour que ces retraités puissent voter pour le candidat Joe Biden. Mais encore, il a évoqué un élément essentiel, c'est l'illégalité sociale. Il est vrai, aujourd'hui, il y a un problème et cela peut s'expliquer, entre autres, les tueries auxquelles nous assistons par la circulation qu'on peut non maîtrisée des armes aujourd'hui aux États-Unis. Donc, du coup, on sent réellement que la politique aujourd'hui tenue par Joe Biden me paraît vraiment très convaincant et qui répond aujourd'hui aux besoins du peuple américain. Donc, ce n'est pas exclu que le frère Baldé comprenne dans la matinée. Voilà, nous avons déjà Souleymane Ba en ligne avec nous. Souleymane, peut-être vous dire bonjour, bienvenue. Bonjour Djiba, bonjour à tous les invités. Voilà. Alors Souleymane, voilà, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine. Alors dites-nous quel est l'état des lieux dans votre état. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les premières tendances commencent à se dégager? Je crois qu'on suit en temps réel tous. Allô, oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Je disais que nous suivons tous en temps réel les résultats. Voilà, c'est à la télé. Et puis, pour le moment, on ne peut pas donner de tendance parce que je crois que tout le monde est au même niveau d'information à ce stade. Mais je voudrais revenir sur un... Allô? Oui, allez-y, Souleymane, allez-y, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, je disais que je voudrais m'arrêter sur l'état de Georgie, là où je vis, à Atlanta pour être précis, parce que cet État a longtemps été considéré comme étant une chasse gardée des républicains, donc un État rouge. Depuis 1992, ils n'ont pas voté pour un démocrate. Et disons que Trump avait gagné ici au Haut-les-Mains en 2016 et que cette année, il y a eu, si vous voulez, un espoir qui est né du camp des démocrates avec Joe Biden.
ils ont forcé la porte et ils veulent faire tomber ce mur rouge ici à Atlanta et dans l'État de Géorgie en général. Hier, Donald Trump était là la semaine dernière, Barack Obama était là hier, il y a les autorités et puis d'autres personnalités qui étaient vraiment, disons, en train d'encourager les gens à aller voter parce que Atlanta, c'est vraiment déterminant. Vous avez plus de Noirs que de Blancs dans la ville d'Atlanta. Et c'est important, il faut aller chercher cet électorat des Noirs. Mais le problème, c'est que les Noirs, ici en général, ne votent pas. Donc, ça peut impacter sur, si vous voulez, le résultat de Joe Biden ici. Et voilà, à ce niveau, c'est ce que je voudrais juste pointer, que jusque-là, les résultats nous sommes à 65% comme ça, des résultats, mais Donald Trump, il est en pole position ici. Et voilà, Donald Trump qui est en pole position dans cet État. Alors, Souleymane, peut-être, ce qu'on peut dire au-delà on parlait de Covid, on parlait de cette crise raciale, déjà qui fait partie d'un des enjeux de cette présidentielle américaine. C'est vrai, les Noirs sont souvent indécis, mais avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, cette montée en puissance de l'extrême droite, ce discours raciste, et Donald Trump même dans son camp, beaucoup sont allés jusqu'à dire que les Américains sont beaucoup plus divisés aujourd'hui qu'hier. Comment expliquer que dans des États où quand même des Noirs sont majoritaires, que Donald Trump puisse peut-être se retrouver en pole position? Géorgie est juste l'État, mais Atlanta est la capitale. Donc, Atlanta est juste une agglomération. Donc, dire que c'est un État où il y a plus de nous, je ne sais pas si cet État existe aux États-Unis. Mais ce qui est important avec ce président, il est beaucoup dans la vulgarité, il est dans, si vous voulez, l'adversité et c'est une prédisposition qui le met à l'aise et voilà, avec un tel climat, il y a des coups de poing, je suis le meilleur, tu es nul. Il essaie de polariser tout à son niveau et de créer ce mur, voilà, forcer les gens à vouloir ou à être dans l'obligation de choisir entre lui et l'autre. Il n'y a pas de véritable question sur la table. Vous avez suivi les débats. Oui. Il attaque Joe Biden par rapport à son fils Hunter, son passé, mais on sait qu'il a été vraiment catastrophique par rapport à la gestion du virus Corona au début, parce que la véritable question, c'est que Donald Trump a réellement négligé le virus Corona. Et du coup, ça a pété sur la figure des Américains. Aujourd'hui, on se retrouve avec un bilan catastrophique. Et Donald Trump est vraiment aujourd'hui, il n'a pas d'argument par rapport à comment il faut les prochaines années, si on réussit aujourd'hui à lui confier ou à étendre, rallonger son bail dans le bureau ovale, il n'y a pas un véritable, si vous voulez, pour qui convainc, voilà, il essaie de jouer sur l'injustice raciale et ça lui profite. Et voilà, Souleymane, on part avec une transition. On se retrouve tout de suite avec vous pour continuer à commenter cette actualité. Adafo Média à l'heure américaine. USA 2020, l'élection qui va changer le monde. Pour assurer la couverture de l'élection présidentielle américaine, Adafo Média mobilise ses antennes Espace TV et Radio Espace avec un impératif de pédagogie, de décryptage et de lutte contre les intox.
Toutes les équipes de l'information du groupe travaillent de concert aux États-Unis comme en Guinée pour coller à l'actualité au plus près du terrain et faire vivre au quotidien les préparatifs et le déroulement du scrutin. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantankoba, Basselouman, Oumar Bari et